commencer, je crois qu'on connaît déjà toutes et tous. Mais je voulais vous remercier d'être là, et ça fait 10 jours qu'on se côtoie maintenant, et je voulais aussi te remercier pour ton humilité, pour ton contact humain au quotidien avec tout le monde, avec les militants, et pour vraiment l'expérience que tu nous apportes, la sincérité de ton engagement, et surtout la façon dont tu communiques et dont tu nous communiques cette expérience et dans laquelle on peut s'enrichir toutes et tous. Je crois que au-delà de cette candidature, au-delà de vouloir être député, au-delà de faire tout ce combat-là, ce qu'on apporte dans cette campagne en termes d'aventure humaine est exceptionnel, et je te remercie. Je suis profondément touché d'être ici avec vous. Beaucoup. Parce que je me suis senti adopté. Je ne suis pas de cette circonscription. Je suis de la Moselle, bien évidemment. Et avec vous, tous les jours, avec les militants qui sont autour de moi, leur enthousiasme, leur jeunesse, ils marchent, ils vivent, ils vont, ils viennent, ils sont là, présents, et même au-delà de la jeunesse qui nous entoure, ceux qui sont avec moi, de ma génération, qui sont là aussi. Votre présence autour de moi me renforce, me donne le courage de continuer et d'être avec vous pour nous battre aujourd'hui dans ce que je qualifie d'un moment historique. Historique pour nous sur le plan politique, mais aussi et surtout sur le plan sociétal, pour faire advenir un autre monde. Et que c'est une occasion unique qui nous est donnée aujourd'hui de faire advenir autre chose. Il est en même temps très important, bien évidemment, d'être ensemble, de faire barrage à l'extrême droite. Mais il faut aussi et surtout se focaliser pour convaincre l'ensemble de nos concitoyens qu'il y a une possibilité de faire advenir un autre monde. Un monde pour le XXIe siècle. Un monde qui soit un monde de la conciliation et non pas de la confrontation, dans lequel nous fait rentrer Emmanuel Macron et les autres. C'est mon intérêt au plus que ton intérêt. Et cet esprit-là se voit et se développe partout dans le monde. On le voit en Turquie, on le voit en Hongrie, etc. On est dans une période extrêmement difficile. Les enjeux écologiques sont très importants. La Terre ne peut plus donner que ce qu'elle peut donner. À partir du mois d'octobre, nous sommes en déficit de ce qu'elle peut procurer. Il est clair que nous devons changer le système, nous devons changer le mode de vie, nous devons apprendre à partager, sinon nous aurions des millions et des millions d'hommes et de femmes qui vont vouloir traverser la Méditerranée et venir bien évidemment réclamer ce qui leur est dû. Nous sommes devant un danger de société qui est très important et nous en sommes là, à défendre d'une certaine manière, d'une manière étroite. Il y a à se débarrasser de l'extrême droite. Elle attise les égoïsmes, elle discrimine les individus, elle fait croire que les autres, l'étranger, est un danger pour nous. Elle nous fait passer ce type de message. Nous devons, vous êtes là, et je sais que c'est parce que vous êtes là que vous êtes ouverts à cet humanisme, c'est un humanisme universel, bien évidemment, que vous vous levez au même temps et que vous venez ici ce soir combattre ensemble, justement contre l'extrême droite. Mais en même temps, nous devons porter un projet. Nous devons porter à nos concitoyens un autre projet de société, qui est le projet du XXIe siècle. C'est le projet justement de la jeunesse. J'ai voulu pour cela, justement, avoir près de moi comme suppléante une jeune, 24 ans, dans les 74. Nous sommes un espace d'une génération, bien évidemment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le XXIe siècle leur appartient. Il appartient à cette jeunesse. C'est elle qui a à faire advenir ce monde de demain. Et il est important qu'elle comprenne la nécessité qu'elle a dès maintenant, dès aujourd'hui, de s'engager politiquement dans toutes les institutions pour faire changer ce monde, pour faire changer la vision. Constamment, depuis des décennies, on nous enferme dans un système. On ne peut pas changer ce système.
système. Il est impossible de changer ce système. Si vous augmentez le SMIC, alors bien évidemment, vous allez mener à la ruine nos entreprises, etc. Si nous avons besoin de trouver de l'argent pour payer les retraites parce que le système de répartition ne peut plus fonctionner, etc. On nous fait croire constamment, on nous enferme dans un système. Il est possible de changer, parce que si nous le voulons, nous pouvons changer. Nous avons à changer. Peut-être même que nos sobriétés heureuse, peut-être même que nous pouvions gagner moins. Mais il est possible de changer de société. Bien évidemment, si nous en avons la volonté. Après tout, les révolutionnaires de 89 l'ont fait, que Tabac, le croix, etc. C'est possible de changer. Il ne s'agit pas de faire une révolution, il s'agit peut-être d'abord de faire une révolution en nous-mêmes. En nous-mêmes. Car si nous arrivons déjà nous-mêmes à casser les systèmes et les préjugés dans lesquels on nous a enfermés dans notre éducation et depuis tout le temps, alors nous pouvons peut-être penser d'une autre manière les choses. Et si je vous le dis comme ça, peut-être pensez-vous que je suis un idéaliste, peut-être vous le pensez, mais je vous assure que je ne suis pas un idéaliste, je suis un pragmatique et un homme d'action. Toute ma vie, bien évidemment, j'ai vécu dans la guerre. Toute ma vie, j'ai vu la violence exercée contre les populations. Quelles sont les populations qui souffrent le plus? Pas ceux qui se connaissent et qui envoient les hommes se battre entre eux. Les populations qui sont violentées, que ce soit celles que j'ai connues quand j'étais enfant en Algérie, avec l'émergence de l'OAS, etc. Et j'ai vécu aussi comme réfugié sur le bateau l'île d'Oran avec ma mère et mes sœurs et aller vivre à Paris pendant 4 mois dans un studio où nous étions 4. 2 dormaient par terre et 2 dormaient sur le sommier. J'ai vécu cette expérience-là et je sais ce que ça veut dire d'être réfugié, d'être complètement arraché. Imaginez ce que c'est qu'un enfant vivant en Méditerranée, sur le bord de la Méditerranée, à Oran, et qui d'un seul coup se voit plonger à Paris, dans le froid, au même temps de cette période-là, et d'être considéré comme le pauvre au lycée, où le maître, je devais demander au maître principal, au professeur principal, quand j'avais besoin d'un cahier, quand j'avais besoin d'un stylo, d'être obligé de se lever devant tout le monde pour dire monsieur, j'aurais besoin d'un crayon, et qu'il ouvre son placard et il dit tiens, prends ça. Vous êtes à ce moment-là, vous vous sentez comment? Imaginez-vous que l'on peut se sentir. Et c'est évident pour avoir vécu ça. Et je suis au même temps à plusieurs racines. Mon grand-père a quitté l'Italie en 29 pour fuir Mussolini. Je suis au même temps d'origine italienne. J'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 19 ans parce que, heureusement, ma mère est venue nous chercher et nous a ramenés à Oran en 62 et j'ai vécu les plus belles années de ma vie en Algérie après l'indépendance, où le monde avant colonial s'était effondré et qu'il y avait plein de jeunes militaires qui étaient en coopération, qui arrivaient avec tout leur enthousiasme pour aider ce pays justement à se refaire. Et au lycée était devenu cosmopolite et il y avait ces jeunes militaires du contingent qui partaient en coopération, qui étaient là et qui m'ont fait percevoir ce qu'il pouvait y avoir de don, de courage à aller aider à notre peuple à devenir et obtenir sa maturité. J'ai bien évidemment, toute ma culture est profondément française. Toute ma culture est profondément française. J'ai partout dans le monde, après, bien évidemment, je suis d'un milieu modeste, l'ascenseur social pour moi, perçu à un moment donné, c'était l'armée. Et donc, bien évidemment, l'armée m'a plu. Et elle a été pour moi un moteur, un ascenseur. Je suis non seulement devenu médecin général, professeur en même temps anesthésiste réanimateur, professeur de médecine d'urgence et de catastrophe, et partout où mon pays est parti, je l'ai accompagné, bien évidemment. Rien ne m'a rendu plus fier que de voir dans les déserts où nous étions, dans les endroits où il y avait la guerre pour essayer de mettre la paix, dans cette période-là, durant la période socialiste, comme soldat de la paix, de voir monter le drapeau français dans le désert. Parce que nous représentions quelque chose. Et que nous allions non pas coloniser, mais au contraire aider les populations. Au Mali, nous avons perdu 52 de nos hommes, de Français, de jeunes Français.
pour lutter contre les extrémistes, c'est qu'en même temps se rendre compte que notre pays est porteur de valeurs. Il est porteur des valeurs de droits de l'homme. Il est porteur d'une certaine image de l'homme dans le monde. Partout où je suis allé, dans le Kurdistan irakien, en Syrie, partout, on me rappelle toujours ce qu'est la France. Partout. Et c'est vraiment important de dire un jour, les Kurdes syriens qui se sont battus contre Daesh m'ont dit, quand vous rentrez en France, allez dire à vos autorités qu'ici nous faisons vivre la Révolution française. Alors vous vous posez des questions. Est-ce que nous la faisons vivre, cette révolution? Eux, mais nous avons, d'une certaine manière, abandonné ces grands principes qui ont forgé notre nation, qui nous ont amenés à faire une vie commune. Nous sommes très différents. Enfin, un Alsacien, un Lorrain, un Breton, un Basque, etc., un Corse. Mais nous avons décidé de vivre ensemble. Nous avons décidé de partager le même avenir ensemble. Et c'est ce qui fonde notre nation, c'est ce qui fonde la France. C'est le fait que nous, malgré nos différences, nous avons décidé de vivre en France. Alors il n'est pas acceptable aujourd'hui de laisser l'extrême droite venir nous séparer les uns des autres. Il n'est pas acceptable parce que ce n'est pas du tout ce qui nous fonde. Ce qui nous fonde, c'est vivre ensemble. Et plus que jamais. Et comment l'Europe s'est comportée à ce moment-là? Quelle tristesse de voir l'Europe signer ces conventions d'accueil international d'aide et de soutien aux réfugiés. Chacun s'est renfermé, l'Europe était pratiquement en train d'exploser. J'ai compris que l'Europe, cette Europe-là, ne faisait pas de communauté, et qu'on n'était pas dans la communauté européenne, mais qu'on était dans un club d'affaires. Et que chacun en était de ses intérêts. Personne ne les voulait. Que ce soit la Hongrie, la Pologne, l'Australie, l'Autriche, la Hollande, etc. Personne ne les voulait. L'Europe est en train d'exploser. Il y en avait plus de 850 000 qui erraient. Qu'est-ce qu'on avait à faire? On n'avait pas le droit de les renvoyer. Mme Merkel les a pris. Et puis quelqu'un arrive derrière et dit oh, Mme Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe. Elle les a tous pris. Bravo. Et elle a donné 6 milliards à d'autres impliqués. Ok. Et M. Macron dit, c'est M. Macron qui a dit ça. Et qui a, durant sa campagne, dit nous recevrons les réfugiés dans la dignité. Ok. Bravo, M. Macron. D'accord. Donc, je vous suis. Et en 2017, j'ai voté Macron. Oui. Ça n'a duré que 6 mois. Ça n'a duré que 6 mois. Au mois de juillet, il me nomme officier de la Légion d'honneur. C'était déjà chevalier. Et au mois de décembre, bien évidemment, je lui ai rendu sa médaille. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même sens de l'honneur. C'est toujours maintenu. La manière même dont nous avons traité, nous avons inventé le délit de solidarité, nous avons pénalisé l'aide aux demandeurs d'asile qui rentraient dans notre pays.
Nous avons demandé, dans les CADA, les centres d'hébergement, nous avons demandé à ce que les personnes en situation irrégulière, ce gouvernement-là, puisse les dénoncer. Ce gouvernement-là a fait ça. C'est ce gouvernement-là aussi qui a mis en place le temps de carence, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive et qui a un cancer, qui a une maladie insuffisance respiratoire, qui a un problème grave, ne peut pas se soigner. Il doit être obligé d'attendre sauf urgence. Mais on ne le prendra pas en charge son cancer. C'est ce gouvernement-là qui a fait ça. C'est ce gouvernement-là, encore la loi d'immigration. C'est ce gouvernement-là. Qui peut donc se reconnaître dans ce gouvernement-là? Qui peut donc se reconnaître si on a le sang de l'humain? C'est impossible, bien évidemment. Et donc, il est clair qu'il a été décidé que nous approcherons, avec le Front populaire, nous approcherons la loi d'immigration. Alors, je suis resté un peu isolé, pas d'un front, et pourtant j'avais compris qu'il était important de s'engager politiquement. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire de la solidarité, c'est-à-dire être dans une association de solidarité, aller distribuer de la nourriture, etc. Il faut pouvoir influer à la fois sur le local et pouvoir influer aussi maintenant sur le national. Et on ne peut le faire qu'à travers l'engagement politique. Donc en 2014 et en 2004, je suis devenu conseiller municipal en charge des urgences sanitaires et sociales. Et bien évidemment, j'ai lu le livre de Raphaël Glucksmann et je suis allé, je l'ai appelé en disant ce que vous avez écrit m'interpelle beaucoup et je voudrais vous rencontrer. Et il m'a donné rendez-vous à Paris, près du centre Pompidou. Il était dans un bar avec d'autres. Ils étaient 5-6. Et en fait, ils attendaient la presse pour annoncer la création de places publiques. Et donc, j'étais assis avec eux. Sans le vouloir, je faisais partie des cofondateurs de places publiques. C'est comme ça que le premier meeting de places publiques, qui a été fondateur, évidemment, comme pour ce qui concerne le socialisme, bien sûr, a été fait à Metz. Le premier congrès socialiste de l'Union socialiste a été fait à Metz. Et c'est pour ça que tout le monde a accepté que le premier congrès de place publique puisse se dérouler à Metz. Et donc, j'ai suivi, bien évidemment, Raphaël Glucksmann. Et Raphaël, là, je n'avais pas l'intention d'aller aux législatives. Les combats, et en particulier à Metz, sont extrêmement difficiles. Je suis allé 2 fois. La situation sur le plan humain m'interpelle encore profondément, me touche encore profondément. Comme jamais dans tous les terrains de guerre, je n'ai été touché par la souffrance du peuple palestinien. Jamais. Ce qui se passe est inimaginable aujourd'hui. Inimaginable, je peux vous l'assurer, sur tous les plans. Et donc, Raphaël Glucksmann, je revenais d'une manifestation à Brest, j'étais dans le train. Et Raphaël Glucksmann m'appelle et me dit: Raphaël, est-ce que tu acceptes de venir sur la 5e circonscription des Hauts-de-Seine? Parce que je pense que cette circonscription se caractérise par 2 vies sociologiquement différentes. Et que peut-être, par ta présence, tu pourrais attirer à toi, à Levallois en particulier, des gens qui sont d'anciens macronistes, qui voudraient pouvoir nous rejoindre maintenant, revenir vers nous, d'anciens socialistes qui ont rejoint le macronisme, etc., et qui accepteraient de nous rejoindre. Et donc, je n'ai pas hésité. Oui, d'accord. Il m'a fallu juste le week-end pour essayer d'éliminer tout ce que j'avais à faire, et pouvoir venir et m'installer ici. Et je suis là, présent, évidemment, pour me battre avec vous. Il y a beaucoup plus spirituel, un être humain. Plus spirituel. C'est de l'enlever sa vie. C'est de le rabaisser. En lui enlevant les conditions d'une vie normale qui lui permettent, justement, de par son travail, pouvoir élever ses enfants. Imaginer, justement, un meilleur avenir pour ses enfants que pour celui qu'il a. Il n'y a
pire que d'enlever la dignité aux êtres humains pour les rabaisser, justement. Et donc c'est ça qui me semble important, c'est de fonder toute une politique autour du respect de la dignité humaine, donner aux gens les moyens d'avoir une vie normale, une vie heureuse avec leurs enfants, etc. Ne croyez pas, personne n'envie les milliardaires, etc. Les gens ont envie d'avoir une famille, de pouvoir élever leurs enfants, d'être heureux, de pouvoir profiter de la vie, etc. Les gens n'aspirent qu'à ça. Dans toutes les zones de guerre, j'ai toujours entendu le même discours, quelle que soit la couleur des peaux, du Bangladesh, en passant par l'Amérique du Sud, dans les situations de catastrophe, au Mexico ou ailleurs. On avait réussi, enfin, à avoir une maison. Et les enfants étaient en train de se marier. Et enfin, nous allons profiter de la vie. Et tout a disparu, tout a été détruit. Et les enfants sont morts, etc. J'ai toujours entendu la même aspiration à une vie heureuse, calme, apaisée. Toujours la même aspiration. Et donc, toute politique ne peut se fonder, bien évidemment, que sur le maintien de la dignité des personnes. Il ne peut pas y avoir d'autre politique que l'homme. Et il ne peut pas y avoir de mesure le plus pauvre parmi nous. C'est lui qui est la mesure de toute chose, pas le plus riche comme M. Macron le pense, en disant plus ils sont riches, plus ça va ruisseler sur le plus pauvre. Et si c'était vrai, bien évidemment, il n'y aurait pas tant de gens qui sont là en train de mettre la main dans les rues à quémander, puisque l'argent ne tombe pas, et qu'ils espèrent qu'elle descende de la poche de ceux qui ont de la compassion pour eux. C'est exactement ce que nous voyons. Et il y a de plus en plus de pauvres dans notre pays. Alors où sont passés ces milliards que vous avez offerts, M. Macron, en supprimant l'ICF que nous remettrons en place? Bien évidemment qu'il faut réévaluer le SMIC, bien évidemment qu'il faut le faire, parce que c'est une nécessité pour vivre dignement du travail que l'on produit. Dès lors que quelqu'un travaille et qu'il se retrouve pratiquement au niveau du seuil de pauvreté qui est à 1200, alors que lui touche 1400, comment voulez-vous, chaque fois qu'on lui augmente l'électricité, le gaz, etc., on le rapproche du seuil de pauvreté? C'est inacceptable. C'est cela qu'il faut faire bénéficier, justement, de lutter contre l'inflation pour que, justement, il puisse. Et donc, il faudra augmenter le SMIC, bien évidemment. Il faudra, bien évidemment, aussi bloquer les prix pour un certain nombre de produits de nécessité. Il le faudra pour leur permettre, justement, d'avoir une vie digne pour eux, pour leurs familles, pour leurs enfants. C'est une justice. Ça n'est que justice. Alors, ne nous laissons pas faire croire que ça va amener à la ruine des entreprises, etc. Ça veut dire qu'il y aura moins de dividendes pour les actionnaires, c'est tout. Et que dans les dividendes, une part qui ira bien évidemment au réinvestissement pour l'outil de travail, pour le moderniser, le maintenir, etc. Une part qui revient à l'ouvrier, à celui qui permet la richesse justement de l'entreprise, et l'autre part, bien évidemment, aux sociétaires pour qu'ils décident de prendre l'argent peut-être, etc. Mais c'est peu justice que de répartir comme ça les dividendes d'une entreprise. Ces valeurs humanistes, je les vois à travers vous tous. Je les vois à travers nos rencontres sur le terrain. Je les vois à travers vos yeux, vos sourires, là, votre présence. Je la vois. Et je sais, bien évidemment, que ce que je dis fait écho en vous. Parce que vous êtes, depuis longtemps, convaincus de cette nécessité, de cette justice sociale. Depuis longtemps. Le médecin que je suis, bien évidemment, va vous dire que notre société est malade. Et vous savez, on le dit, la France ne va pas bien. Les Français ne sont pas bien. Les Français, on est le pays qui consomme le plus de sédatifs au monde. Enfin, on est un pays qui n'est pas content dans un pays pourtant qui est riche, un pays qui est beau, un pays qui a tout. Et nous sommes un peuple qui est malheureux.
Les Gilets jaunes l'ont montré. Le désir de vivre ensemble, d'être sur le bon point, pour justement faire une vie commune. Alors il faut réparer cette société. Il faut lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination auxquelles les personnes peuvent faire face. Il y a besoin de garantir l'égalité entre les femmes et les hommes pour permettre de vivre ensemble et donc de refaire société dans la tolérance et la bienveillance. Il faut que ce soit des mots qui ont du sens. Nous devons faire société dans la tolérance et la bienveillance. Mais pour cela, il nous faut un État laïque. Il nous faut un État qui nous protège et d'avoir des services publics de proximité dont l'accès est garanti à tous, sans discrimination. Tous les services publics, sans discrimination. Ça veut dire quoi? Ici, en circonscription, lutter contre la menace de fermeture de l'hôpital Beaujon. J'ai rencontré lundi les Trouvel, j'ai rencontré les syndicalistes. J'ai essayé de comprendre, bien évidemment, comment nous pouvons accueillir cet hôpital, un hôpital de proximité, bien évidemment. Sans empêcher, bien évidemment, la création d'un hôpital qui serait un hôpital d'excellence, lui. Et de l'autre côté, d'avoir à Bichat des hôpitaux de proximité. Et sans passer justement ça, que les femmes enceintes ne soient pas obligées de partir ailleurs à je ne sais combien de kilomètres pour aller accoucher. Il y a bien évidemment lutter contre la suppression de la fermeture des écoles, de l'intérêt, bien évidemment, dans le primaire, qui va au contraire, au lieu de mettre moins d'enfants dans les classes, on sera obligé, si on ferme les classes, d'en mettre plus, alors que c'est l'inverse aujourd'hui qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut garder ces écoles ouvertes pour pouvoir justement répartir ces enfants et faire en sorte qu'ils ne soient pas concentrés dans les classes. Ça, c'est vrai pour Clichy, mais c'est vrai aussi pour le Valois. Donc il faut bien évidemment lutter contre ça. Alors, bien évidemment, il faudra aussi, nous avons parlé de ce FIFRA, mais il y a aussi l'abrogation de la réforme des retraites, pour justement permettre à ceux qui ont plus travaillé de pouvoir partir toujours de profiter de leur retraite. Quand on regarde justement parmi les ouvriers, ceux qui ont commencé à travailler à l'âge de 14, 15 ou 18 ans, et qui ne profitent pas du tout, les statistiques médicales le montrent, ils sont à peine à la retraite, que malheureusement ils meurent d'infarctus, ils meurent de différents types de maladies, de sédentarité et autres. Laissons-leur à cela le bénéfice justement de la vie, et donnons-leur plus de vie, plus de chances de mieux vivre, avec justement plutôt la retraite, etc. Donc il y a une abrogation qui sera faite. Dans tout cela, bien évidemment, l'écologie a sa place. Il faut que nous puissions respirer un air sain. Il faut que nous puissions manger sainement. Parce qu'aujourd'hui, l'augmentation des cancers, l'augmentation de l'asthme, l'augmentation des allergies, elle est une réalité. Et ça a un coût très important sur le plan social. Il faut payer ces maladies, qui sont des maladies chroniques, qui se développent de plus en plus. Si nous avons un environnement qui est sain, nous aurons moins de malades. Et donc c'est vraiment très important. Et ça passe justement par une écologie. Et donc c'est en même temps faire en sorte que les gens n'aient pas froid l'hiver et trop chaud l'été. Il faut que nous puissions rénover au même temps les appartements. Et ça c'est important. Et cette lutte justement pour rétablir un écosystème qui nous soit favorable à tous pour notre santé, eh bien, et il est au même temps porteur, au même temps de création d'emplois, dans la rénovation, bien évidemment. Il faut lutter au même temps pour avoir plus d'espace vert, il faut lutter contre la bétonisation, il faut au contraire augmenter la végétalisation, il faut que nous puissions nous promener partout dans des espaces verts, etc. Tout ça, avec vous, avec le Front populaire, nous pouvons faire. Je sais que vous êtes persuadés que je dis juste. Je sais. Alors, nous avons vraiment besoin d'être ensemble. Plus que jamais. Dans une démocratie participative, dans une démocratie intégrale et apaisée, dans une démocratie en même temps où nous pourrons justement obtenir, puisque nous l'avons promis, d'avoir le référendum d'initiative populaire. Citoyenne.
sorte de ce piège dans lequel M. Macron veut nous enfermer, c'est-à-dire de dire ou c'est le statu quo avec moi, ou alors vous tombez, bien évidemment, avec l'extrême droite. C'est faux, M. Macron. Nous sommes l'alternative. L'alternative, M. Macron, c'est vous, M. Macron. Votre temps est terminé. Loin de la confrontation, ce siècle est celui de la conciliation. Il doit être celui du partage, de la sauvegarde de la terre pour la France, mais aussi portant l'espoir pour les autres peuples de la terre. Nous pouvons être un espoir pour les autres peuples de la terre. Ça a été la vocation de la France, ça doit l'être encore aujourd'hui, pour ne pas laisser les peuples croire que l'extrémisme est la seule solution. Nous pouvons montrer qu'il y a un autre chemin. Nous pouvons être un espoir pour nous tous sur cette terre. Merci. Alors, à la base, j'ai posé des questions, mais je crois qu'après ça, après le discours de Raphaël, après le discours de Chloé, on pourra en avoir mardi prochain à Levallois, on refait une réunion publique. Donc, encore une fois, c'est venu. Encore une fois, il reste un jour de campagne avant le tour. Il nous reste surtout 10 jours avant d'encore pouvoir gagner cette constitution. Merci.